Hello! Alors, bienvenue sur Alors on Science, moi c'est Rémi. Je te propose aujourd'hui de travailler sur l'exercice C du sujet bac 2021 de physique-chimie, sujet bac métropole 2. Dans cet exercice, on te demande de chercher à déterminer les mailles d'un tamis. Quelle serait la bonne maille pour pouvoir trier des artémies qui sont calibrées, c'est une taille adaptée. Ok, donc, tu as ici un sujet. Les artémies sont des crustacés élevés pour nourrir les poissons des aquariums. Leur taille doit être adaptée à l'espèce de poisson à nourrir. On utilise des tamis calibrés pour les sélectionner. On se propose dans cet exercice de déterminer la taille des mailles d'un tamis en utilisant une diode laser de longueur d'onde lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. Tu reconnais probablement, si ça fait plusieurs exos que tu fais, ici la figure de diffraction sur la figure 2, et puis le montage assez classique qu'on utilise quand on veut déterminer la taille d'un objet ou vérifier la longueur d'onde d'un laser. On place un émetteur d'onde, ici donc le laser qui émet une onde électromagnétique, devant un obstacle ou une fente de diamètre ou de largeur petit a, et on place un écran à une distance grand D pour observer la figure de diffraction à l'écran. Je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre aux questions 1.1, 1.2 et 1.3. Alors, lorsque tu prends en main un sujet comme celui-ci, je te conseille directement d'écrire toutes les données comme je l'ai fait là. Donc ici, toutes les données, ce sont des longueurs lambda, grand D, petit a, et mets-les aussitôt dans les unités internationales, enfin mets-les en tout cas ici en mètres ces longueurs, ne les garde pas en nanomètres, en micromètres, sinon tu risques au moment où tu t'en serviras d'oublier de faire la conversion et de te retrouver avec des erreurs. 1.1. Nommer le phénomène physique responsable des taches lumineuses observées sur l'écran. Discuter qualitativement de l'influence de la largeur de la fente et de la longueur d'onde de l'onde incidente sur le phénomène observé. Donc ici, le phénomène observé, c'est de la diffraction. On a une longueur d'onde qui a un ordre de grandeur le même ordre de grandeur que la fente de largeur A. Et ça, c'est la condition pour observer un phénomène de diffraction. Il faut que la longueur de l'onde qui vient frapper l'obstacle ou la fente, il faut que cette longueur d'onde soit voisine du même ordre de grandeur que la largeur de la fente. Alors, la relation fondamentale, c'est θ égale lambda sur A, avec θ qui est l'angle de diffraction qui s'exprime en radians. Donc l'angle de diffraction, c'est ce que tu as sur le schéma de la figure 1, c'est le θ qui est là. Lambda, c'est la longueur d'onde en mètres, et petit a, c'est la taille de l'ouverture en mètres également. Tu peux constater ici que plus A est grand, donc plus A augmente, et bien plus tu vas diviser lambda de manière importante, et plus donc θ va être petit. Donc plus A augmente, plus θ diminue. Donc quand on te demande de discuter qualitativement l'influence de la largeur de la fente petit a et de la longueur d'onde de l'onde incidente sur le phénomène observé, eh bien tu dois dire dans un premier temps que plus A augmente, plus θ diminue, et plus lambda augmente, et bien plus θ augmente, puisque lambda est au numérateur et petit a est au dénominateur. Alors, petit 1.2, on rappelle que l'angle θ est donné par la relation θ égale lambda sur A. Oui, très bien. Oui, j'ai un peu du mal à voir comment on aurait pu discuter le phénomène à la question 1.a sans utiliser θ égale lambda sur A. Bon, peut-être que c'est pour vous la rappeler. On considère que tangente θ, donc ça c'est le gros classique, on te précise que tangente θ est très proche de θ si θ est un angle très petit. Dans 80, même dans 100% des exercices que tu feras au lycée, étant donné que la distance entre l'écran et la fente est très grande devant la taille de la tâche centrale, et bien comme tangente θ c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire grand L sur 2 divisé par le côté adjacent grand D, et bien forcément grand D est très grand devant L sur 2, donc tangente θ, enfin, θ, l'angle est très petit, donc tangente θ peut être assimilé à l'angle θ.
Donc tu as d'un côté, donc ça c'est très classique, θ égale lambda sur A, d'un autre côté, tangente θ égale L sur 2, le tout divisé par grand D, et tu peux approximer que c'est environ égal à θ. Combine ces deux relations et ça te donne grand L sur 2D égale lambda sur A. Donc si tu as des difficultés à voir ce que je viens de montrer, je te montre que le triangle qui contient l'angle θ et qui contient le côté opposé qui est la largeur de la tâche centrale sur 2, et ici ce grand côté c'est grand D. On va dire ici que ça ce sont les lettres ABC. Ce triangle il est rectangle en B. Si tu exprimes la tangente de θ dans ce triangle rectangle, eh bien la tangente de θ c'est le côté opposé BC divisé par le côté adjacent AB, et BC c'est L sur 2 et AB c'est D. Donc tu te retrouves avec tangente θ égale grand L sur 2D. Donc on te demandait dans cette question 1.2 de déterminer l'expression de l'angle θ en fonction de la largeur grand L de la tâche centrale et de grand D. C'est ce qu'on vient de faire ici. Et cette question, il faut absolument que tu saches le faire puisque c'est vraiment la question qui revient dans chaque exercice sur la diffraction. Déterminer l'expression de longueur d'onde, lambda. Donc on se retrouve, on a dit, avec lambda sur A égale grand L sur 2D. Et on nous demande lambda en fonction du reste, donc ça va nous faire lambda égale L fois petit a divisé par 2 grand D. Tu peux toujours vérifier ici que tes unités n'apportent pas d'incohérence sur la relation. Donc ici on a des mètres fois des mètres, ça fait des mètres carrés, et les mètres carrés divisés par des mètres, ça fait bien des mètres, on aura bien une longueur d'onde en mètres. On ne s'est pas trompé. Pour faire une mesure précise, on remplace l'écran par une caméra qui permet d'obtenir l'intensité lumineuse relative en fonction de la position petit x repérée selon l'axe indiqué sur la photo de la figure 2. L'origine x égale 0 m est prise sur le bord du capteur de la caméra, on obtient alors la figure 3. Et donc je te laisse regarder cette question, mettre la vidéo en pause. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée en exploitant la courbe obtenue sur la figure 3. Donc ici, tu vas exploiter la largeur de la tâche centrale. Alors, on peut venir marquer ici et là, à la louche. On va de 9 à 18 mm. Donc on a une largeur de tâche centrale comprise entre 9 et 18 mm. Donc cette tâche centrale, elle fait 9 mm. C'est-à-dire 9 fois 10 moins 3 mètres. Et puis donc on va faire notre calcul. On fait lambda égale 9 fois 10 moins 3 mètres, multiplié par petit a, donc petit a on avait dit que c'était 80 fois 10 moins 6. Le tout divisé par 2 fois grand D, et grand D c'était 56 fois 10 moins 2 mètres. 56 fois 10 moins 2. Donc lambda ça fait 9 fois 81, ça fait 720. 720 fois 10 moins 9 divisé par 10 moins 2, ça fait 720 fois 10 moins 7 divisé par 2 fois 56 divisé par 112. Donc 720 divisé par 112 égale 6,42 fois 10 moins 7 mètres. Autrement dit, ça fait 642 nanomètres. Alors, j'ai pas regardé mes chiffres significatifs. J'avais 2 chiffres significatifs pour grand D, 2 chiffres significatifs pour petit a. Je vais donc donner mon résultat avec 2 chiffres significatifs, c'est-à-dire que lambda est égal à 6,4 fois 10 moins 7 mètres.
Et pour rappel, donc on voulait vérifier que la longueur d'onde proposée par le constructeur était correcte. Donc le constructeur indique une longueur d'onde lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. Nous, on trouve 6,4 fois 10 moins 7 mètres. Ça rentre bien dans cet intervalle. On peut donc estimer que la valeur de la longueur d'onde proposée par le constructeur est correcte. En tout cas, nous, on n'a pas un résultat qui permet de dire que l'indication n'est pas bonne. Voilà pour cette première partie. J'espère que tout est clair pour toi. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire si tu veux faire quoi que ce soit de mieux. Alors, calibrage du tamis de récupération. Calibrage du tamis de récupération. Le but de cette partie est de vérifier que le tamis disponible dont le maillage est représenté sur la figure 5, d'accord. Donc on a un maillage ici avec une maille avec une distance ici qui est B, donc ce sont des mailles carrées de côté petit b. Le but c'est de récupérer toutes les artémies qui sont plus grandes que 150 micromètres. Donc on veut des artémies supérieures à 150 x 10-6 mètres. On réalise une expérience d'interférence pour évaluer les dimensions du tamis en utilisant la diode laser précédente. La largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 micromètres. L'expérience d'interférence. Alors, donc là je te laisse faire comme moi, tu mets en pause et tu relèves toutes les données, encore une fois, et tu les mets en mètres pour être tranquille. Et donc on te demande à la question 2.1 d'expliquer brièvement, sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence. Donc tu obtiens des figures d'interférence où tu vois qu'il y a des taches sombres et des sombres lumineuses. Je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre aux questions 2.1 jusqu'à 2.4 si tu peux. Donc la présence de ces taches de zones sombres et zones brillantes, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Le phénomène d'interférence, il a lieu si tu as une onde qui est émise, donc tu as une source cohérente de lumière avec des lumières des longueurs d'onde, des ondes pardon, qui sont en phase, et elles sont cohérentes. Si il se produit une différence de marche, c'est-à-dire que tu as des trous, tu as ton onde qui arrive sur ces fentes, par exemple les fentes Young ou ici ton réseau, et bien pour se rendre de ce point jusqu'à ce point ou de ce point jusqu'à ce point, tu vois qu'il y a une distance qui est plus grande pour une partie de la lumière que pour l'autre. Et bien la différence de marche, ça consiste à évaluer la différence de distance parcourue pour aller de ce point à ce point par rapport à la distance parcourue pour aller de ce point à ce point. Et si cette différence de marche, elle est proportionnelle à lambda, c'est-à-dire proportionnelle à un nombre entier de fois lambda, si par exemple tu as 2 lambda ou 3 lambda, eh bien on va avoir des interférences constructives, un peu comme quand tu as 2 vagues qui s'ajoutent et qui te font une vague énorme. A l'inverse, si tu as un nombre de fois plus 1,5, donc 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, 3,5 fois lambda, etc., la différence de marche, elle est égale à ça, eh bien tu as des interférences destructives, un peu comme quand tu attends une vague, et qu'une autre petite vague arrive dessus et l'écrase et qu'il n'y a plus de vague du tout. Donc ça c'est une interférence destructive et ça donne des zones sombres. Le centre de la figure d'interférence de la figure 6 est représenté sur la figure 7 avec une échelle 1,1. L'interfrange notée I est définie comme la distance entre les centres de 2 taches lumineuses successives selon l'axe identifié sur la figure 7. L'expression de l'interfrange est donnée par la relation I égale lambda d divisé par petit b. Donc petit b, c'était l'écartement qu'on a vu tout à l'heure sur notre maille.
Et puis l'interfrange, elle s'exprime en mètres, D s'exprime en mètres, lambda en mètres, B en mètres. On te donne la formule de l'incertitude type, et on te demande en question 2.2 d'évaluer la valeur de l'interfrange I en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Si tu veux évaluer l'interfrange petit i, ça veut dire que tu veux venir évaluer la distance qu'il va y avoir entre deux taches lumineuses, par exemple entre le centre de deux taches lumineuses, ou si tu préfères entre le milieu de deux taches sombres. Le meilleur moyen d'évaluer correctement ici la taille de cette interfrange, c'est d'en mesurer plusieurs. Par exemple, ici, on peut mesurer une interfrange, deux interfranges, trois interfranges et quatre interfranges. Et tu vas donc mesurer cette distance-là totale et tu vas la diviser par 4 pour avoir la vraie valeur de l'interfrange. Alors, on nous dit que l'échelle c'est 1,1. Bon, là, ce qu'ils auraient dû faire en fait, c'est donner une distance ici, en disant, mais voilà, ça c'est 1 cm sur la feuille, ça fait tant. Parce que quand on a un papier qui n'est pas imprimé sur du A4, cette échelle 1,1, bah, on ne peut pas vraiment l'exploiter, de fait. Bon, c'est pas grave, on va dire ici que l'interfrange, les 4 interfranges, ça fait 4 cm, on va dire, et on va estimer que l'interfrange, c'est donc 1 cm, donc 1 fois 10-2 mètres. Je fais ça à la louche parce que ce qui est important ici, c'est la méthode, encore une fois. Donc, puisqu'on n'a pas vraiment d'échelle posée et qu'on n'a pas un PDF ici qui est à l'échelle d'un format A4, on ne peut pas exploiter ça, c'est un peu dommage. Mais on va dire, voilà, I égale 1 cm. Donc on l'a mesuré, on mesure sur 4 I, donc on mesure sur 4 interfranges, on trouve 4 cm, ça nous fait I égale 4 sur 4, ça fait 1 cm. Bon, pourquoi je parie que c'est 1 cm? C'est souvent 0,9 ou 1 cm ou 0,8, donc c'est pas très grave. Alors, petit 2.3, on te demande de calculer B. Donc tu exploites I égale lambda D sur B, et tu vas faire B égale lambda D sur petit i. Lambda, on a dit que c'était 650 fois 10 moins 9 mètres. Notre grand D, 7,75 plus ou moins 0,03 mètres, donc 7,75. Et notre interfrange, 1 fois 10 moins 2. Donc tu calcules ton petit b, 650 fois 7,75. Ok, multiplié par 10 moins 7. Donc 5037,5 fois 10 moins 7. Donc B égale 5,04 fois 10 moins 4 mètres. Ça me donnerait 504 micromètres. Alors, je suis allé vérifier sur l'échelle réelle quand même pour que ce soit plus précis. Le I doit être égal à 1,5 cm normalement, si on a le dessin à l'échelle. Donc ici, on va diviser par 1,5. Donc ça fait 504 divisé par 1,5. Ça ferait donc 335 petit b égale à peu près 335 micromètres. Et comme on a dit que la taille du fil c'est 230 micromètres, ça veut dire que la taille du trou, puisque donc on a ça c'est petit b, et on a dit que la taille du fil, pardon, ça c'est petit b, on a dit que la taille du fil c'était 230 micromètres. Donc tu fais 335 moins 230, ça te donne
105 micromètres pour la taille des trous. Et comme on veut garder toutes les artémies d'une taille supérieure à 150 micromètres, avec un tamis de 105 micromètres, on est sûr de pouvoir les garder. Alors attention toutefois, parce qu'il faut quand même procéder au calcul d'incertitude. On nous demande donc en 2.3 de calculer B. On a dit que B c'était égal à 335 micromètres. Mais tu dois évaluer l'incertitude sur cette valeur. On te dit que UB sur B c'est égal à la racine carrée. Donc l'incertitude sur grand D, on te la donne, elle est au-dessus, c'est 0,03. Donc on va faire 0,03 divisé par 7,75 le tout au carré. Tu dois ensuite faire l'incertitude sur notre interfrange. Alors l'incertitude sur l'interfrange, ça va être lié à la mesure qu'on a essayé de faire. Donc on a trouvé quoi? 1,5, on va dire qu'on est précis à 0,1 cm près. Donc on va mettre 0,1 divisé par 1,5 le tout au carré, plus l'incertitude sur lambda, donc l'incertitude sur lambda c'était 10 nanomètres par rapport à 650, et on va mettre tout ça au carré. Donc l'incertitude UB, elle va être égale à ce calcul, le tout multiplié par B. Et donc tu trouves en gros 2 fois 10 moins 5 mètres. Attention à bien mettre B en mètres ici. Donc tu trouves que l'incertitude sur B, c'est en gros 2 fois 10 moins 5 mètres. Ce qui veut dire que ta valeur de B, ça va être 3,4 plus ou moins 2 plus ou moins 0,2. Ça y est, j'ai réussi. Donc 3,4 fois 10 moins 4 mètres plus ou moins 0,2 fois 10 moins 4 mètres. Voilà. Donc voilà pour la valeur de B. Ce qui veut dire que au mieux B ça va faire 3,2 fois 10 moins 4 mètres et au pire on aura une maille B qui est égale à 3,6 fois 10 moins 4 mètres. Mais comme la largeur du fil c'est 200, comme on a dit tout à l'heure, 230 micromètres, si je fais 3,6 moins 230, donc je prends mon B 3,6 fois 10 moins 4 moins 230, donc 2,3 fois 10 moins 4, il va rester 1,3 fois 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 130 micromètres. Et ces 130 micromètres de trou, de tamis, ça reste inférieur à 150 micromètres, la taille maximale des artémies, enfin minimale des artémies qu'on veut garder. Donc ce tamis fonctionne. Eh ben j'ai trouvé que c'était pas facile. Donc ici, tu dois calculer ton incertitude. Il faut que tu fasses vraiment attention aux unités, donc à bien tout mettre en mètres. Moi, un peu tête brûlée, qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis arrivé et que j'ai trouvé que B était égal à 335? J'ai couru, j'ai retiré 230 et j'ai dit ah ben c'est bon, 105 micromètres, le trou il est plus petit que la taille des artémies qu'on veut garder, donc c'est gagné. Mais il faut absolument calculer le calcul d'incertitude pour avoir une bonne estimation de du trou de ce tamis pour pouvoir répondre à la question globale. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt sur Alors en Sciences.